Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast des interprètes. Je m'appelle Armel Fabrice Fossé-Fossé, je suis votre hôte pour aujourd'hui. Rejoignez-nous pour écouter de belles histoires, écouter les défis et les idées partagées dans chaque épisode. Que vous soyez un interprète en herbe, un passionné de langue, un professionnel expérimenté, cette place vous permettra à coup sûr d'apprendre, de partager les expériences des autres et surtout de progresser. Ce jour, nous avons un mastodonte de la profession, une véritable métaphore tronquée, celle que j'appelle affectueusement Maman Justine Longo-Keller, formatrice, mentor, professionnelle de très haut vol, encadreur, maman pour plusieurs. Nous avons le plaisir de l'accueillir dans ce podcast. Alors, Maman Justine Longo-Keller, je vais t'appeler ainsi. Je n'arrive pas à dire Justine Longo-Keller ou Madame Justine Longo-Keller. Bienvenue, j'espère que tu te portes bien. Ben, ça va, je me porte bien et je suis ravi de te retrouver pour cet entretien. Donc, je suis à ta disposition. Voilà, ça va. Merci beaucoup. C'est un agréable plaisir de te recevoir. Déjà, j'ai lu ton journal. Je connais un peu ton histoire. Et ce journal contient d'innombrables secrets, j'allais dire. Et je constate que tu aimes la bonne nourriture et tu aimes la bonne vie. Tu es quelqu'un d'assez rigoureuse sur le quotidien. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ben, la bonne nourriture, la bonne vie, ça c'est vrai. La rigueur aussi, c'est vrai. Tout simplement parce que j'ai toujours pensé que un certain nombre de problèmes peuvent être résolus autour d'un bon repas. Et j'aime avoir des gens autour de moi. Et je pense qu'en discutant de manière informelle autour d'un bon repas, on peut gérer un certain nombre de questions et on peut également résoudre un certain nombre de problèmes. La rigueur, je l'ai hérité certainement de mon père, qui était officier de police et qui était très rigoureux et qui exigeait beaucoup de nous. Donc, je suis assez rigoureuse, exigeante avec moi-même, exigeante avec les autres, mais en même temps souple. Euh, Comme on dit, une main de fer dans un gant de velours pour ne pas heurter parfois certaines susceptibilités. Mais j'ai toujours été rigoureuse, surtout avec mes étudiants, parce que je pense que nous exerçons un métier où la rigueur compte, parce que si on n'est pas rigoureux dans ce métier, on ne peut pas le faire et on ne peut pas satisfaire les clients. Donc, en résumé, c'est ce que je peux dire pour répondre à la question que tu viens de poser. Très bien. Est-ce que cette rigueur constitue le socle granitique de l'excellente carrière que tu as eue, tant sur les plans, je veux dire, sur le plan national qu'international? Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent graviter autour de ce mot, autour de la rigueur. C'est-à-dire que dans la rigueur, il faudrait déjà savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le cadre de ce métier? Dans la rigueur, il y a une certaine assurance. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr on peut faire ce métier, on peut faire ce travail? Dans la rigueur, il y a euh, une certaine faculté à effectuer un certain travail de recherche dans l'accomplissement de ce métier. Dans la rigueur, il y a le respect de l'autre, la personne avec laquelle on va travailler. Il faut être rigoureux avec soi-même pour lui donner un certain espace et on attend la même chose de cette personne-là. Donc, dans la rigueur, il y a le dépassement de soi, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, préparer ses réunions, être prêt à travailler et surtout la rigueur dans la façon dont on se présente et la rigueur dans le respect de ce métier. Parce que de plus en plus, certainement on a pu tous le constater, il manque de plus en plus de rigueur dans la pratique du métier, dans la mesure où tout le monde pense qu'il peut exercer ce métier. Parfois, je me pose même la question de savoir si nous-mêmes, les interprètes, nous savons même encore quel est le métier que nous sommes en train d'exercer.
parce qu'on a l'impression que c'est tout le monde qui arrive, parce qu'on parle deux langues, on pense qu'on peut absolument faire le métier. Mais dans cette rigueur, il faut aussi beaucoup de souplesse pour ne pas heurter l'autre, pour ne pas passer pour quelqu'un qui veut diminuer les autres et leur faire comprendre qu'ils ne savent rien. Ce n'est pas ça, la rigueur. La rigueur, c'est être rigoureux avec soi-même et faire en sorte que dans cette rigueur, nous soyons en train de porter le métier un peu plus haut, quoi. Et que tout le monde puisse comprendre cela. Et ce n'est que comme ça que nous allons préserver cette profession. Je voudrais te poser une question, maman Justine. Oui, Tu as obtenu ton doctorat à l'ESIT de Paris en 1980, à oui. l'époque où, dans le domaine de l'interprétation, la recherche n'était véritablement pas à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a présidé ce choix de faire une thèse à l'époque où vous aviez du travail, le continent vous était ouvert? Mais pourquoi avoir choisi de faire de la recherche à cette époque? Et puis, est-ce que ce doctorat est le ferment euh, de votre passion pour la formation, puisque vous avez été directrice adjointe de l'École supérieure des traducteurs et interprètes de l'Université de Montréal, dont je suis l'un des heureux produits. Absolument, absolument. Disons que je vais laisser de côté les études secondaires, etc. Mais j'ai eu un bac, ce qu'on appelait à l'époque un bac A, euh, A4. Donc, option entrée à l'université d'Yaoundé où j'ai obtenu la fameuse licence bilingue avec une option en espagnol également. Donc, au bout de cette licence, nous avons été sélectionnés pour aller faire des études en Europe. Mais entre-temps, nous avons été, alors quand je dis nous, nous étions un groupe parmi lesquels des collègues comme Martine Épée, Feu Pierre Naoussi, paix à son âme, et d'autres collègues qui avions été testés, interviewés par la présidence pour aller faire un diplôme euh, d'interprétation à l'école de traduction et d'interprétation de l'université de Georgetown aux États-Unis. Alors, je suis arrivé en tête de cette sélection. Malheureusement, au niveau de l'université, nous avons dû passer nos examens au mois de septembre, alors que la rentrée, c'était au mois de juin à Georgetown. Donc, certains collègues sont donc partis, ceux qui ont eu leur licence au mois de juin. Nous, on a dû reprendre un certain nombre de preuves au mois de septembre, dont nous n'avons pas pu faire partir de ce lot-là. Ce qui m'a donc permis de commencer à travailler à l'Assemblée nationale. Et c'est l'année d'après que nous avons pu avoir une bourse, pardon, des bourses pour aller faire des études à l'ESIT à Paris, mais avec un crochet en Espagne, où nous avons passé une année d'imprégnation linguistique à la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, où nous avons passé un an nous étions trois, deux jeunes gens et moi-même, paix à leur âme, Feu Ndongo Semengue et Feu Olasé Samuel, où nous avons donc eu ce diplôme qu'on appelait c'était un diplôme d'imprégnation, n'est-ce pas, de connaissance de la langue, d'apprentissage et de connaissance de la langue espagnole. Mais en même temps, comme ce n'était pas, j'allais dire, une formation régulière qui devait être sanctionnée par un diplôme, on nous remettait un certificat. Je me suis inscrite à l'université de Montpellier en France pour faire un master en anglais, un master d'enseignement de l'anglais. Donc, en même temps que j'étais à Madrid, j'allais tout le temps à Montpellier pour mes cours de master. Donc, au moment où je quitte l'Espagne au mois de septembre, je vais directement à Montpellier pour soutenir mon mémoire de master pour la maîtrise d'enseignement de la traduction. Et je m'inscris donc pour la rentrée également de septembre à l'ESIT à Paris, dont je soutiens
mon mémoire de maîtrise et je vais directement à Paris, à l'école de traduction et d'interprétation à l'ESI pour m'inscrire en traduction. Alors, je fais les 3 années de traduction et puis, pendant que nous faisons ces études de traduction, Madame Danica Seleskovic, qui était notre enseignante principale, introduit dans ce doctorat intitulé Sciences et techniques de la traduction et de l'interprétation. Certains étudiants ne pouvaient pas s'inscrire parce qu'il fallait avoir une maîtrise, mais j'ai pu m'inscrire pour ces études-là que je faisais en même temps que les études de traduction et j'ai suivi ces 2 cours-là en même temps. Les études de traduction, les études le doctorat. Donc, les études des traductions étaient sanctionnées par un DEA, un diplôme d'études approfondies. Et en même temps, ce diplôme de traducteur, quand on l'obtenait, il était l'équivalent d'un diplôme d'études supérieures spécialisées dans le cadre justement du doctorat que nous devions faire. C'est-à-dire que 3 ans pour obtenir le diplôme de traducteur qui était l'équivalent du diplôme d'études spécialisées, supérieures spécialisées, et le diplôme d'études approfondies 2 ans après avoir commencé le cours de doctorat, qui 3 ans après nous a amené au doctorat en sciences et techniques de la traduction et de l'interprétation. Donc c'est un doctorat qui nous ouvrait la porte à l'enseignement de la traduction et de l'interprétation. Ce qui fait que quand je rentre au Cameroun, après avoir passé 1 an à l'université de Westminster, dans ce qu'on appelait à l'époque la Polytechnique, l'école polytechnique de traduction et d'interprétation de Londres qui faisait partie de l'université de Westminster, dont je rentre donc avec un diplôme d'interprète, un diplôme d'études spécialisées, supérieur spécialisé en traduction et en interprétation, un diplôme d'études approfondies et ce doctorat-là. Et tout de suite, on était recruté à la présidence de la République, c'est-à-dire en fait, il y a un poste qui nous attendait à notre retour directement à la présidence et je commence à enseigner en même temps à l'université de Yaoundé pour en fait traduction. En ce moment-là, je faisais donc j'enseignais la traduction anglais, espagnol vers le français. C'est comme ça que tout est parti. Et au bout de 4 ans, 5 ans à la présidence, j'ai donc été nommée comme directrice adjointe chargée des enseignements à l'école de traduction et d'interprétation de l'université de Buea qui venait d'ouvrir. C'était une nouvelle école qui a été créée, une école de l'État qui a été créée et j'ai été nommée directrice adjointe chargée des études, justement à cause de ce que je viens de vous expliquer, de tout ce background que j'avais déjà dans le cadre de l'enseignement. C'est comme ça qu'on a ouvert l'ASTI à Buea. On a été nommé au mois de juin, mais les études n'ont commencé, les enseignements n'ont commencé qu'au mois de janvier parce qu'il fallait tout mettre en place, les laboratoires de langue, etc. Il y avait beaucoup de choses techniques et didactiques qu'il fallait mettre en place et tout. Ça nous a pris ce temps-là, le temps également de nous installer, et c'est ainsi que les cours ont commencé. D'abord en traduction, et c'est l'année d'après que nous avons lancé les recrutements pour l'interprétation. Mon directeur à l'époque, c'était Fidélis Morfond, qui était le directeur de l'école, traducteur professionnel. La directrice, le directeur, le chancelier, si on peut l'appeler ainsi, le directeur du centre, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Mbakbo, paix à son âme, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler à l'école, à l'ASTI de Buea. Fantastique. Fantastique. Okay, très bien. À t'écouter, il me semble que la traduction est restée le parent pauvre de ton parcours parce que tu es resté dans l'enseignement jusqu'à une date très récente et tu es également reconnu comme une interprète de très haut vol. Pourquoi? Est-ce une préférence ou alors c'était au Disons que non, c'est une préférence et aussi en même temps au gré des circonstances. Au Cameroun à l'époque, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, on ne pouvait pas être interprète si on n'était pas traducteur. Il fallait avoir
on vous donne une bourse pour faire de la traduction. Et incidemment ou par ricochet, si je puis m'exprimer ainsi, vous pouviez faire l'interprétation, mais il fallait d'abord être un traducteur. Donc, à l'Asti de Bouillard, j'enseignais en même temps la traduction et l'interprétation. Mais quand on a commencé à dispenser des enseignements en interprétation, je me suis vraiment consacré à l'interprétation, ce qu'on appelait division 2 à l'Asti, parce qu'il y avait la division 1 qui était la traduction, ensuite la division 2, mais je continuais quand même à donner les cours, à donner des cours de traduction, parce qu'il y avait beaucoup plus de traducteurs que d'interprètes, et à l'époque, on n'était pas nombreux, on avait des enseignants à temps partiel, des vacataires qui venaient et qui partaient, mais sur place, il y avait le docteur Morfort et moi-même, et ensuite nous a rejoint feu Daniel, comment il s'appelait encore? J'oublie son nom de famille, mais ça me reviendra. Qui nous a donc rejoint à l'école et qui a commencé vraiment à s'occuper de la traduction vers le français en division 1, dont je me suis donc plus consacré concentré sur l'interprétation. Ensuite, nous sommes arrivés en 1980. Dans 1985, j'ai dû quitter l'université de Bouillard parce que j'ai pensé que ça marchait déjà. J'avais tout mis en place. L'école était déjà classée dans le livre des écoles d'interprétation et de traduction de laïque avec 3 étoiles, dans la mesure où pendant les examens, je faisais venir de l'étranger des interprètes connus comme Jennifer McIntosh, un certain nombre de collègues qui étaient à Genève, qui étaient aux Nations Unies, qui enseignaient, enfin qui pratiquaient la traduction et l'interprétation et qui avaient déjà enseigné. Donc, ils étaient très contents de ce qu'ils voyaient. Donc, on a été classé dans le livre, on a été mis en fait dans le livre AIC pour les écoles et classé avec 3 étoiles, ce qui était vraiment une bonne réputation pour l'école et cette réputation qui est restée jusqu'aujourd'hui dans la mesure où je pensais, sans fausse modestie, que ceux qui sortent de l'ASTI sortent quand même avec une certaine réputation. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'y passe en ce moment parce que ça fait un moment que je n'y ai pas été, mais à l'époque, c'était vraiment une école qui était reconnue dans le monde entier. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je quitte l'école parce que j'avais des problèmes familiaux, personnels. Je devais me marier et je ne pouvais plus rester à Bouillard. Je suis donc allé à Yaoundé où j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale. Et de l'Assemblée nationale, je suis arrivé à l'Assemblée nationale au mois de janvier 1991. Après 5 ans à l'école à l'Asti de Bouillard. Et puis, en 1996, j'ai été recruté tout à fait par hasard, j'ai jamais fait la demande, par les Nations Unies pour aller travailler à l'ONU, au tribunal pénal international pour le Rwanda. Le bas jette sur l'univers de la formation des interprètes de conférences sur le continent. Et si tu avais à recommander un système, ce serait lequel? Jusqu'au Cameroun, par exemple, à une époque, il fallait être traducteur, comme tu l'as relevé, avant de devenir interprète. Mais maintenant, à la faveur du système LMD, on peut choisir de faire soit la traduction, soit l'interprétation. Et je pense que tu as certainement eu à rencontrer de jeunes collègues sur le continent qui sont issus des écoles qui appliquent ce système. Qu'est-ce que tu en penses, Maman Justine? Alors, personnellement, je pense que il s'agit de 2 métiers tout à fait différents, mais qui se complètent. Personnellement, je pense que la traduction m'a beaucoup aidé à devenir un bon interprète. Et je pense que d'interpréter permet également de bien traduire. Je ne suis pas, j'ai travaillé avec
de nombreux collègues qui ne voulaient pas entendre parler de la traduction, qui pensaient que non, moi je suis interprète, je ne peux pas traduire. Je trouvais ça, tout en respectant leur position, je trouvais ça assez avancé parce que j'ai toujours pensé que le fait que je sois traductrice m'aidait vraiment à bien interpréter. Il faut dire que les interprètes peuvent absolument traduire, ce qui n'est pas le cas pour les traducteurs. Ça ne veut pas dire que les interprètes sont meilleurs ou qu'ils sont, mais le fait de pouvoir interpréter avec les techniques qu'il faut pour pouvoir interpréter, ces techniques-là, on peut les appliquer à la traduction, mais l'inverse euh, ne peut pas se vérifier. Tout à fait. Euh, Tout à fait. et j'ai toujours pensé également que pour moi, la traduction était un métier. Ce ne sont pas des métiers faciles, l'interprétation de la traduction, c'est assez difficile. Le temps qu'on devienne vraiment, parce que quand on sort de l'école, c'est ça que les étudiants devraient comprendre. On vient d'avoir un diplôme. Maintenant, il faut apprendre le métier quand on arrive sur le terrain. Donc, c'est deux métiers tout à fait différents et au moment où on apprend ces métiers, c'est beaucoup de travail. Donc, j'ai toujours pensé que la traduction pour moi, était beaucoup plus compliqué que l'interprétation. Parce qu'on revient tout le temps sur l'ouvrage. On doit vérifier. Une traduction n'est jamais terminée. Il faut 1000 fois revenir sur cette traduction que j'ai faite aujourd'hui, qui me satisfait maintenant. Si je la reprends demain matin, je change tout. Ah, mais comment j'ai pu écrire ceci? Pourquoi j'ai pu faire? Alors que l'interprétation, c'est beaucoup plus spontané. Je prépare mes réunions. Et une fois que j'ai bien préparé ma réunion, pour moi, je parle pour moi, mon travail est déjà fait à 50%. Maintenant, je vais me préoccuper, est-ce que j'aurai des accents coréens? Est-ce que j'aurai des accents indiens? Ou disons en général des accents que je ne connais pas. Je m'excuse d'avoir cité des pays comme ça, mais c'est des accents auxquels nous ne sommes pas habitués. Ça va me préoccuper. Est-ce que les équipements vont bien fonctionner? Mais ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai bien préparé ma réunion. Au moins 50% du travail est déjà fait. Alors, maintenant, je me préoccupe d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce travail que je vais effectuer moi-même. Est-ce que les équipements seront bons? Est-ce que le son? Est-ce que ça, c'est des choses qui sont indépendantes de l'interprète. Mais l'interprète doit faire son propre travail. Alors que la traduction a tous ces supports qui sont là. Mais elle n'est jamais finie. On peut toujours la peaufiner, on peut toujours l'améliorer, on peut y revenir et quelqu'un aura toujours quelque chose à dire. Alors, pour revenir à la question que tu as posée s'agissant de la traduction et de la formation, je voulais dire que on a, je ne me ferai pas beaucoup d'amis peut-être en disant ça, mais par moment, il faut quand même toucher au fond d'un certain nombre de choses. Vous savez, lorsqu'on a Il faut nous éclairer. Il faut éclairer les auditeurs et lorsqu'on a les professionnels du continent. lorsqu'on a décidé de mettre en place le PAMSIT, c'était justement pour former des jeunes qui pourraient nous remplacer. C'est l'occasion ici pour moi de saluer le travail effectué par des collègues qui ne sont plus parmi nous. Moslenga Mbargandi. Parce que Moslenga, c'est le père du PAMSIT. C'est lui qui a eu l'idée du PAMSIT. Lors d'une réunion de YAMLAB, il a posé la question de savoir YAMLAB, réunion qui réunit tous les chefs de section, etc., de services de conférences dans le monde. Et Moss a donc lancé cette idée en disant, mais tout ce qu'on est en train de faire là est fantastique, mais on est tous vieillissants. Qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera plus là? Qui va nous remplacer? Nous nous sommes battus pour nous imposer en Afrique, nous arrivons à travailler. Mais maintenant, quand on va partir, les Européens qui travaillaient avant nous vont revenir. Peut-être qu'il va falloir commencer à y penser
et à former vraiment des jeunes qui vont prendre la relève au moment où nous allons partir. C'était Alors, une très belle idée, ça. voilà, très très belle idée qui a été euh, cooptée par Mbargandi, qui était à l'époque chef interprète à la BAD, le chef de service des conférences à la BAD, Moslenga lui-même qui était aux ACP à Bruxelles, Steve Odero qui était ici à Nairobi, pardon, à Nairobi ici à Yunon, qui était également le responsable du service de traduction, et moi, j'étais au TPIR et chef du service des conférences qu'on appelait le service linguistique du tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors nous étions donc ces quatre-là qui avons adopté cette idée, qui l'avons acceptée en disant que c'est absolument fantastique, il faudrait qu'on le fasse. L'étude a donc été confiée, je ne sais pas sur la base de quels critères, à un monsieur qui s'appelait Noël Mouel, qui était qui avait été interprète à la Commission européenne, qui a donc mené une étude, qui m'a contacté, on a eu des va-et-vient, on a beaucoup discuté et tout. Et curieusement, beaucoup de collègues qui ont embrassé le PAMSIT aujourd'hui étaient absolument contre. Je pense que c'était tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de comprendre ce qu'on voulait faire. Et il y avait également comme une petite méfiance dans la mesure où on avait confié cette étude à quelqu'un qui n'était pas de la sous-région et qui avait peut-être avancé des idées qui pour eux n'étaient pas tout à fait claires. Franchement, il y a eu beaucoup de résistance de la part de certains collègues qui, Dieu merci, se sont après ralliés à la cause. C'est comme ça que le PAMSIT est arrivé. Donc le PAMSIT, c'est le bébé de Moslenga, paix à son âme, un collègue de la RDC qui était le chef des services des conférences aux ACP que Mbargandi, moi-même et Steve Odero nous avons embrassé. C'est comme ça que le PAMSIT est né. Il était donc question qu'il y ait une université au Cameroun, une au Ghana, enfin un centre de formation d'interprètes au Cameroun. C'était déjà fait, la STI était là, au Ghana, en Égypte, ici à Nairobi et dans un autre pays, et au Mozambique, voilà. Parce que on pensait également au Portugais, parce qu'on pensait surtout à l'Union africaine et également aux Nations unies pour ces jeunes interprètes qu'on allait former. C'est ainsi qu'on a eu l'école de Maputo, la STI, Nairobi, l'Égypte, etc., etc. C'est comme ça que le PAMSIT est né. Donc pour dire que la formation est absolument importante parce que euh, c'est comme ça le savoir doit se partager. Nous avons été formés parce que des gens ont partagé leur savoir avec nous. Nous devons former pour partager ce savoir. Bon. Malheureusement, euh, le mauvais côté du PAMSIT, on a mis à la tête de ces écoles des non-professionnels de l'interprétation de la traduction qui n'ont pas toujours bien compris ce que c'était que notre métier et comment la formation devait se faire dans le cadre de ce métier-là, qui voulaient appliquer à ces écoles tout ce qui se faisait comme on le faisait pour les autres programmes, les autres programmes au niveau des universités. On avait beau leur d'une école de traduction, voilà comment ça se fait et tout. C'était difficile. Mais le côté positif, c'est que malgré tout cela, nous avons quand même pu former des interprètes qui aujourd'hui, sans fausse modestie, travaillent sur le marché onusien, sur le marché privé, sur le marché de l'Union africaine. Malheureusement, parce que justement, il n'y avait pas suffisamment, justement, ce manque de compréhension de cette chose qu'est la formation des interprètes, parce que on recrutait, par exemple, en interprétation au centre de traduction et d'interprétation de Nairobi où j'ai enseigné, on avait 10 étudiants, par exemple, dans la classe pour le cours d'interprétation et peut-être 15 pour le cours de traduction.
À l'université, personne ne comprenait, mais c'est quoi? C'est que 10 étudiants, c'est pour faire quoi? Donc, il nous fallait des centaines d'étudiants. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse avoir seulement 10 personnes dans la classe. Et puis, il y a eu d'autres problèmes d'ordre administratif dont euh, je n'étais pas tout à fait au courant dans la mesure où, et certainement mes collègues aussi, dans les autres centres, dans la mesure où on ne s'occupe pas d'administration, on est des techniciens, qui ont fait que quand les universités ont commencé, en particulier l'université de Nairobi, ont commencé à compresser, ce sont ces écoles-là qui ont été les premières victimes. Parce qu'en disant que mais c'est quoi cette histoire des étudiants, on va pas mobiliser des enseignants, des salles de cours, des machins, etc. pour 10 personnes. Parce que au Oui, tout final, à fait. vous recrutez 10 personnes, mais à la sortie, vous avez deux qui ont le diplôme. C'est ça. Et les Alors, administrations des universités ne comprennent jamais ils comprennent ce pas. système de fonctionnement. Non, jamais, jamais. Voilà. À ton expérience professionnelle, peut-être au-delà de la formation, surtout au niveau national, parce que tu as travaillé à l'Assemblée nationale du Cameroun, est-ce que tu peux nous raconter un temps fort dans ton parcours professionnel sur le plan national? J'ai commencé par la présidence de la République, comme je l'ai dit. Oui, tout à Et fait, tout à fait, tout à fait. donc, Bonne présentation. à la présidence de la République, on avait beaucoup de temps fort, hein, parce que c'est nous, on couvrait toutes les réunions, ce qu'ils appellent cabinet meetings. Donc, tous les conseils au niveau le plus haut, avec le secrétaire général de la présidence et tous les ministres qui étaient là, dont des interprètes de la présidence étaient donc affectés à couvrir ces réunions, et c'était assez stressant dans la mesure où il fallait vraiment marcher sur des œufs, parce qu'au cours de ces réunions-là, chaque mot compte. Et on ne peut pas se permettre de se tromper ou de dire quelque chose qu'on n'aurait pas dit, etc., etc. Et puis, il y avait des réunions que nous allions couvrir en ville dans les autres ministères. On s'occupait également, à l'époque, on octroyait des bourses aux étudiants. C'est nous qui couvrions tout. On appelait cela la commission nationale de, comment ils appelaient ça? Commission nationale de distribution des bourses ou quelque chose de ce genre. Je me souviens pas très bien de ce nom-là. Et nous étions là Si pour je couvrir comprends toutes bien, ces il n'y réunions. avait quasiment pas de travail en freelance. Ça, vous travaillez beaucoup Non, plus non, on ne comme des travaillait interprètes pas, institutionnels. on était des interprètes institutionnels. Il n'y avait pas de travail en freelance. Il y a eu donc On gagnait beaucoup d'argent à l'époque. disons que au Cameroun, on était assez bien payé par rapport au coût de la vie. Rien à voir avec ce que gagnerait un interprète en temps normal. Mais on vivait bien, on arrivait à s'en sortir dans la mesure où il y avait un certain nombre de choses qui étaient mises en place pour compenser ces salaires qu'on avait. On était logé gratuitement. On avait un crédit sans intérêt pour s'acheter la voiture de son choix qu'on remboursait. On décidait du montant qu'on allait rembourser par mois. Il y avait quand même toutes ces choses qui étaient mises en place qui faisaient que le salaire qu'on nous donnait au final était suffisant, pardon, pour qu'on puisse vivre décemment. Franchement, on ne peut pas se plaindre. Personnellement, je Ce ne peux n'est pas pas le me cas plaindre parce aujourd'hui que parce que les interprètes fonctionnaires du Cameroun gagnent en moyenne 450 à 500 dollars par mois. Peut-être les plus anciens sont à 600 dollars. voilà. Et Donc, aujourd'hui, le freelance est assez ouvert. Je ne sais pas quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un interprète institutionnel, c'est-à-dire qui travaille pour l'administration de son pays. Nous savons que très souvent, les fonctions publiques des pays africains n'ont pas un très bon système de rémunération, pas seulement pour les interprètes, mais pour la plupart des corps. Qu'est-ce que tu nous, nous, dirais à un jeune interprète qui est recruté dans la fonction publique au Cameroun, par exemple? je ne parlerai pas à l'interprète, je parlerai à l'employeur. Il faudrait que l'employeur Ah, comprenne que de garder cet interprète sur place ou ce traducteur sur place à traduire les mêmes choses tous les jours ne l'avance à rien. Il faudrait il puisse sortir, qu'il rencontre d'autres personnes, qu'il se frotte à un certain nombre de défis, qu'il puisse les relever pour
être beaucoup plus performants au niveau des services. Nous revenons à la compréhension de notre métier. Parce qu'il a fallu que Feu Aboué Machoy soit recruté secrétaire général à la présidence de la République et qu'on lui parle en lui disant que mais nous, on a été formés pour être interprète. On est claquemuré ici, on ne sort pas. Comment on va s'améliorer? On ne sait même pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est lui qui a commencé à nous donner l'autorisation. Quand on avait une réunion, on pouvait aller la couvrir, ce qui a soulevé un tollé dans toute la présidence à l'époque en disant non, c'est pas possible, c'est des fonctionnaires, ils peuvent pas, ça fait double salaire, etc., etc. Mais lui, il avait compris parce qu'on a pu le convaincre en disant on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on ne sera plus des interprètes. Il y a eu également une hémorragie d'interprètes qui partaient en congé et qui revenaient pas et qui se retrouvaient freelance à Dakar, freelance à Addis Abeba, les gens partaient. Alors il s'est dit, mais je vais perdre tout mon personnel et j'aurai plus de traducteur. Il a donc ouvert cette brèche-là, cette porte-là, et c'est comme ça qu'on a commencé à sortir pour travailler. Et croyez-moi, la différence s'en est sentie. Donc c'est à l'employeur que je m'adresserai parce que le traducteur lui-même, l'interprète lui-même doit avoir en lui cette envie de s'améliorer, cette envie d'apprendre de nouvelles choses, cette envie de rencontrer beaucoup d'autres personnes parce que c'est comme ça que qu'on tire des enseignements, ça et là, ici et là, et qu'on s'améliore. Très bien, sauf que les contextes sont différents. Euh, à l'époque, le Cameroun se portait très bien sur le plan économique, mais aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte du tout. Nous sommes, j'allais dire, frappés par une crise économique qui date et l'augmentation des salaires n'est pas à l'ordre du jour. Et même si cela devrait être le cas, je ne pense pas que les interprètes seuls pourraient profiter d'une telle mesure. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais euh, vous savez, c'est des décisions personnelles que les gens doivent prendre parce que si on a vraiment été formé comme interprète, et que on a l'assurance qu'on peut faire ce métier, il faut regarder ailleurs. Il y a, on peut rester au Cameroun. Je parle du Cameroun parce que c'est la situation que je connais le mieux. 2, 3 ans pour se former, pour apprendre le métier. Mais après cela, il faut regarder ailleurs. Il y a beaucoup de postes dans des organisations qui s'ouvrent, des vacances de pause qui sont publiées et tout, et que l'interprète, au bout de 3, 4, 5 ans, quand il pense qu'il a déjà l'expérience nécessaire, puisse postuler à ces postes-là. Ça, c'est ceux qui veulent des permanents dans des organisations internationales. Pour les freelances également, c'est la même chose. Moi, je suis toujours atterré devant ces jeunes qui arrivent, ils sortent de l'ASTI ou du centre de traduction de Nairobi et ils veulent absolument tout de suite aller en cabine. Et certains comme ça se sont cassés euh, la gueule parce qu'ils ne peuvent pas travailler. On ne sort pas d'une école pour aller couvrir une réunion de l'Union africaine ou des Nations unies ou de l'OMS, etc. On apprend le métier. Il faut se mettre en cabine muette, écouter, prendre des notes, poser des questions, et puis un jour, commencer par des questions-réponses. C'est comme ça que nous, on a commencé à travailler. Mais les jeunes, peut-être parce que ça paye bien, veulent absolument se lancer et commencer à travailler tout de suite. Certains peuvent certainement le faire. Il y a des forts en thème qui peuvent se permettre tout, mais il y a ceux qui doivent faire le parcours du combattant, c'est-à-dire commencer petit à petit et puis un jour ils deviennent vraiment interprètes. Donc Très bien, mais j'exhorte maintenant, qu'est-ce vraiment, qui fait? Non, ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. je dis j'exhorte vraiment les jeunes à essayer, n'est-ce pas, d'apprendre ce métier et d'être sûr, d'avoir cette assurance, parce que c'est une des qualités dans cette profession. Je suis sûr de ce que je peux faire. Comme ça, même si les critiques arrivent, je me dirais aujourd'hui, c'est un mauvais jour pour moi, demain ce sera mieux. Mais si les critiques perdurent, chaque jour c'est la même chose, c'est la même chose. On vous met dans les mauvais casiers, c'est fini. J'ai toujours dit à mes étudiants, attention, quand vous commencez à travailler, faites ce que vous voulez, mais débrouillez-vous pour qu'on vous mette dans les bons casiers. Parce que
Le jour où vous allez avoir une journée difficile, ah, mais on ne sait pas ce qui lui arrive aujourd'hui. D'habitude, il est bon. D'habitude, elle est bonne. Mais si on vous classe dans les mauvais casiers, là, même le jour où vous excellez, ah, de toute façon, elle vaut rien. On ne sait même pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça a toujours été comme... Personne ne vous entend, personne ne vous écoute. Et c'est comme ça dans ce métier. Et c'est un métier où on ne peut pas se cacher. Est-ce que des aînés ne sont pas à blâmer, mais puisque ce sont eux qui recrutent peut-être des jeunes qui sont sortis de l'école et puis qui n'ont pas d'expérience? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour eux de demander leur CV? Parce que l'on se rend compte aussi, je ne veux pas dire que c'est de la complaisance, mais on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de la rigueur dans ce sens. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire peut-être du côté des aînés ou bien des recruteurs? Alors, pour répondre à cette question, je vais juste dire ce que moi je faisais quand j'étais au TPIR. Je testais tout le monde. Tous ceux qui venaient avaient passé un test. Et après le test, vous veniez, vous faisiez minimum 2 mois de cabine muette pour écouter. D'abord, c'était très technique. C'était un domaine très nouveau. Les meilleurs qui pensaient que non, on nous perd le temps et on veut aller en cabine, c'était leur problème. Ici, vous me mettez en cabine muette 2 mois et vous écoutez. C'est ce que nous faisions ici avec les étudiants à UNON. Dès qu'ils avaient leur diplôme, maintenant, vous venez avec nous. On demandait l'autorisation au chef interprète qui l'accordait. On les amenait cabine muette. Et ceux qui travaillent à UNON maintenant ont passé le test de recrutement des interprètes de freelance pour les Nations Unies. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais j'exhorte tous les chefs interprètes qui recrutent à tester tous ceux qui peuvent recruter. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne se comportent pas bien pendant les tests, qui sont nerveux, qui paniquent, etc. Mais en règle générale, le test vous donne quand même une idée de ce que la personne peut faire. Je pense que ça pourrait régler, dans une certaine mesure, peut-être pas définitivement, ça pourrait régler également ce problème. Et ça a également l'avantage d'être transparent. Vous savez, quand moi je suis arrivé à Nairobi pour enseigner au centre de traduction et d'interprétation de Nairobi, la condition, c'était écouter, pour ce que l'université me paye vraiment, je resterai si vous me garantissez que je serai prioritaire sur la liste de la cabine française quand vous allez recruter des freelances. Le chef interprète m'a dit, oui, tu as tout à fait raison, mais il faut passer un test, parce qu'ici, on teste les gens. J'ai dit, pas de souci, pas de problème, je suis prêt à passer le test. Je pense qu'il a été très surpris. Bon, toujours est-il que il est, il m'a plus relancé. Moi, j'étais prêt à passer le test, hein. Or, je venais d'être comme lui, euh, chef du service des conférences au tribunal pénal international pour le Rwanda pendant des années. Mais je pense qu'il avait tout à fait raison parce que pourquoi ne pas me tester moi alors que les autres ont été testés? Bon, je ne l'ai pas pourchassé pour lui dire testez-moi, testez-moi. Mais bon, ça ne s'est pas fait, mais il a dit que non, vous allez passer par le test. J'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est quand vous voulez. Donc, c'est ça dont je pense que ça fait partie de la rigueur dont on a parlé. Comme ça, au moins, parce Tout que à je me fait. disais, comme ça, au moins, je serai couverte. Personne ne viendra dire oui, mais elle est arrivée, on l'a même pas testée et tout. Vous savez, c'est vous qui pensez que vous êtes bonne, c'est vous qui pensez que vous êtes la meilleure ou je sais pas quoi. Mais il faudrait que les autres soient convaincus que c'est le cas. Et ça vous épargne toutes sortes de problèmes inutiles. On va pas dire oui, mais Pierre a été testé, mais pas Geneviève, vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il C'est faut que ça. ce soit uniforme pour tout le monde. Donc c'est ça, quoi. On évite du deux poids, deux mesures Voilà, tout à fait. en procédant ainsi. Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton parcours international? Quasiment 20 années passées comme fonctionnaire des Nations Unies et pourtant tout allait bien au niveau de la fonction publique camerounaise si je m'en tiens à ce que tu nous as expliqué. Pourquoi avoir fait le choix d'aller à l'international? Est-ce que c'était la part du gain
ou alors la nécessité d'explorer d'autres horizons? Là, pas du gain, surtout, il faut être honnête. Ah, Je crois d'accord. qu'il faut être, Fantastique. oui, il faut être honnête avec soi-même. Disons que quand l'offre m'a été faite, parce que j'ai dit tout à l'heure que je ne m'y attendais pas, ça m'est tombé sur la tête comme ça. Un jour, je reçois une offre. C'est à l'époque, on n'avait pas on avait ce qu'on appelait le téléx. Donc, à la poste, c'était à Intelcam, au niveau du carrefour de la poste à Yaoundé, là. Donc, c'est là-bas qu'on J'en allait ai entendu recevoir nos parler. messages. Voilà. Donc, on avait laissé, et il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. C'était à nous d'y passer tous les 2 jours pour voir s'il y avait quelque chose pour nous. Et puis, un matin, j'arrive avant d'aller au travail. Elle me dit, ah, mais madame, il y a quelque chose pour vous. Et c'était carrément une offre qui était arrivée. Il me dit, mais on a mis ça dans une enveloppe parce qu'il y a beaucoup de feuillets. Je dis, ah bon? Parce que d'habitude, le télé, c'était une demi-page. Puis je regarde ça, je prends, machin, Nations Unies, hein? C'est quoi ça? Donc je démarre ma voiture, j'arrive au bureau. Et je regarde, je lis tranquillement, je relis. Et je me rends compte que mon salaire d'une année, au poste où on m'avait recruté aux Nations Unies, c'était mon salaire de 10 ans, au poste que j'occupais à l'Assemblée nationale. Si je comprends bien, maman Justine est riche. Est-ce que j'ai tort? Sans fausse modestie, je ne vis pas mal. Nous n'avons pas mal vécu. Disons que la richesse est relative, hein, vous savez. Le, je reste là et je me dis que je devrais peut-être être la fille de Rockefeller. Mais mon gardien là, qui est devant le portail, pense que je suis la plus riche de la terre et qui devrait être comme moi. Vous voyez, la richesse est très relative, donc il faudrait définir ça par rapport à chacun, quoi. Alors disons que c'était Non, je parlais de la richesse pécuniaire, Oui, pour être c'est de beaucoup plus cela qu'on précis. parle. Oui, oui, c'est de cela qu'on Tout à parle, la fait. richesse pécuniaire, tout à fait. Si j'étais la fille de Rockefeller, si vous étiez le fils de Rockefeller, vous vivriez bien. Il a de l'argent, ils sont riches, je sais pas quoi, etc. Donc c'est ça. Disons que c'était ça. Donc j'ai fait le calcul froidement. Je me suis dit, mais j'ai besoin de travailler quoi? 1 an? 2 ans? Et puis je n'ai même plus besoin d'y rester. C'est comme ça que je suis parti. J'ai demandé une mise en, euh, euh, comment ils appellent En ça, une disponibilité? disponibilité, voilà, une disponibilité. Et je suis donc parti au TPIR. Et puis bon, Fantastique. Bon, maman, nous allons aborder le dernier virage de notre entretien. Est-ce que oui. tu peux nous parler des défis auxquels tu as été confronté dans ton parcours? Des difficultés, peut-être qu'il a été difficile de surmonter. Et est-ce que tu peux également nous parler de tes plus belles expériences en quelques Alors mots? les difficultés, il y en a eu beaucoup. Difficultés d'abord d'adaptation parce que surtout, je vais vous parler surtout du TPIR. Parce que j'ai fait beaucoup de freelance, c'était plutôt marrant, on voyage beaucoup, on rencontre des gens, on est dans les restaurants, ça fait bien, etc., etc. Et puis là, j'arrive au Rwanda juste après le génocide, c'est-à-dire 3, 4 mois après le génocide. On vient de mettre le tribunal en place pour juger les personnes responsables de génocide sur le territoire rwandais et sur les territoires des pays voisins, etc. Et on habite, par exemple, des maisons où il est interdit de creuser quoi que ce soit. Vous pouvez pas planter quelque chose, vous pouvez rien faire. On vit tous dans la peur. On se dit, tout peut arriver. Et on s'étonne même d'être là, parce qu'on se dit, mais on a tout laissé derrière nous, les familles et tout, et puis on est là. On ne sait même pas exactement ce qui s'est passé, mais il faut travailler. Tout commence déjà par les textes qu'on traduit, des récits horribles, des choses absolument inimaginables, des gens qui ont été tués, des femmes qui ont été ventrées. Enfin, on a tous suivi ce qui s'est passé devant nos télévisions, ce qui s'est passé au Rwanda. Absolument Tout à fait. inimaginable. C'est là que les choses commencent, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible et tout. Et puis, au bout de 6, 7 mois, on a été envoyé à Arusha parce que les procès allaient commencer.
Et là, ça devient encore plus poignant parce que les témoins viennent et décrivent des situations qu'ils ont vécues. Et dans un langage assez cru, assez direct, parce que justice doit être rendue, la justice doit être rendue et il faut vraiment donner des détails, etc. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, on va pas survivre. Et il se passe quelque chose qu'on ne réalise même pas. Au début, on est choqué, on est scandalisé, on sort, on pleure, la description des viols collectifs. Et puis, à un moment donné, on ne sent plus rien. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit qui fait qu'on doit absolument se protéger si on doit survivre. On passe bien à partir, non, non, je peux plus rester ici, il faut que je parte. Mais les dollars tombent tous les mois. Il faut être honnête avec soi-même. Et on se Ah oui. dit, oui, Eh mais oui. bon, maintenant, de toute façon, on est protégé, on n'entend plus rien. Quand mes 30 minutes sont passées, j'enlève le casque, je reviens 5 minutes avant parce que je ne vais pas entendre, etc., etc. Mais le, le mal est en train d'être fait et on ne se rend pas compte. Et on se rend compte que le traumatisme est en train de s'installer, c'est-à-dire qu'on est traumatisé par le traumatisme de la personne qui raconte ses déboires, ce qu'il a vécu, ce qu'ils appellent le traumatisme vicarien, c'est-à-dire que c'est un transfert de traumatisme. Et l'interprète est en train de raconter tout cela à la première personne. J'ai tué, j'ai massacré, j'ai éventré, j'ai violé, j'ai été violé, j'ai vu mes parents tués. Vous sortez de là, vous, en même temps, dans une seule interaction, vous êtes le procureur, vous êtes le juge, vous êtes le témoin, vous êtes l'accusé, vous, tout cela en même temps. Et c'est répétitif. On travaillait du lundi au vendredi, 6 heures par jour, parce qu'on était des interprètes permanents, dont on devait entendre tout ça tous les jours. Et on ne se rend pas Moi, tu me compte. permets d'ouvrir cette brèche, tu me permets Oui, oui, de te poser oui, cette question. tout à fait. Est-ce que ce séjour ou alors ce travail a eu un impact sur des collègues? Est-ce Absolument. qu'ils ont subi ce traumatisme? Est-ce que leur vie, peut-être à l'issue de la formation, j'allais dire de la fermeture du tribunal a changé? Est-ce qu'il y a eu un Abs- impact? Si oui, parle-nous-en, absolument. s'il te plaît. Absolument. Il y a eu un impact dans la mesure où on a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont mises à boire. Mais ça, c'est très délicat parce que on ne sait pas s'ils buvaient déjà avant d'arriver au tribunal ou ça s'est passé à cause ou en raison de ce qu'ils entendaient. Il y a eu quand même des glissements. Il y a eu une certaine violence conjugale qu'on a. Je parle de ce que moi j'ai pu constater. Je peux pas généraliser parce que je n'étais pas chez tout Oui, le tout à monde. fait. J'ai pu Tout à constater fait. une certaine violence conjugale, des gens qui devenaient nerveux, impatients, euh, tout vous énerve et tout. Je peux parler de mon cas personnel. Quand j'arrivais à la maison, les enfants qui étaient avec moi me disent que dès qu'ils entendaient ma voiture, ils allaient se cacher dans leur chambre parce que je commençais à gronder. Je m'énervais de tout, rien n'était bon, tout cela, etc., etc. Et que quand ils me demandaient quelque chose, j'étais toujours en train de comparer. Oh, il y a des gens qui souffrent, qui meurent là-bas et vous voulez ceci, vous voulez cela. Petit à petit, j'étais en train de devenir quelque chose que je n'étais pas. Et c'est une de mes filles, Rosine, qui vient me voir un jour et qui me dit en anglais, I need to talk to you. You have a problem. And I'm like, what do you mean? Dis que parce qu'on n'arrive plus à te parler. Tu portes la même chaussure, la même paire de chaussures depuis 3 mois. On a pris cette paire de chaussures, on l'a mise à côté de la poubelle, tu es allé la rechercher ou la porter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu manges toute seule dans ta chambre, tu ne veux voir personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. What is it? What is it? Je me dis, moi, Wow. comment, pourquoi? Je dis, OK, on va discuter demain. Alors demain, j'ai réuni toute ma maison pour leur dire que parlons. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous dites?
Et chacun s'est mis à me dire, voilà ce que tu fais, voilà, voilà, voilà. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Je ne me rendais même pas compte. Parce que quand vous avez entendu des gens qui décrivent des viols collectifs, une femme et puis, qui vit dans le village avec ces gens qui l'ont violée, ils se regardent en chien de faïence en se disant, mais qui va trahir l'autre? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Et la femme a été violée et elle a peut-être, certains ont attrapé le sida. Vous sortez de là, vous êtes malade. Je me souviens d'une audience où, toutes, à un moment donné, toutes les filles sont sorties, c'est les garçons qui restaient travailler parce qu'il y a une femme qui décrivait un viol collectif. C'était intenable. On a dû sortir. Et on n'avait pas de psychologue, de psychanalyste ou de thérapeute, comme on dit, pour que nous puissions aller nous épancher devant eux. Il n'y avait rien de ce genre. Et puis, ça n'entre même pas dans nos cultures, quote unquote, si on peut parler ainsi. Donc, il a fallu que nous-mêmes, qu'on se dise, mais il y a quelque chose qui se passe. J'ai des collègues qui avaient des problèmes gastriques. Dès qu'ils entendaient, on les affectait pour aller en cabine, ils tombaient malades. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, chacun individuellement. Je me rappelle un collègue qui me disait, tu sais, j'ai même pas envie de mourir, j'ai juste envie de disparaître, de marcher, de marcher, de marcher, de disparaître, de partir, de ne plus revenir pour ne plus jamais entendre ça. Donc, c'est ça, on a vécu ça et il est bon que les jeunes interprètes le sachent parce que si nous, on avait eu l'appui nécessaire, j'avoue que certains d'entre nous n'auraient pas accepté de prendre ce travail-là ou alors auraient pris, occupé ces postes-là, mais en mettant tout un système autour pour Effectivement, atténuer, j'allais te poser n'est-ce cette pas? question. Ouais. J'allais te demander quel conseil donnerais-tu aux jeunes interprètes qui seraient peut-être amenés à travailler dans un contexte de justice pénale ou bien dans les zones de conflit? De savoir Quelle qu'ils peuvent. préparation doivent-ils avoir? C'est un choix à faire. Si vous pensez que vous êtes suffisamment solide pour encaisser euh, ce genre de vivre et encaisser ce genre de traumatisme, c'est bien. Mais il faudrait au moins que l'employeur mette en place un certain nombre de garde-fous et que dans ce cadre-là, parce que moi, à la fin, je disais aux collègues, écoutez, si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous laissez tomber. Parce que je ne voudrais pas que quelqu'un tombe malade, etc., physiquement, en raison du traumatisme subi en interne, et qu'on ne réalise même pas. Parce que ce n'est pas normal de ne plus réagir devant la douleur, devant une telle souffrance et tout. On est anesthésié parce qu'il faut se protéger. Mais c'est une anesthésie qui n'est pas volontaire, qui arrive parce qu'on se dit, bon, là, je ne peux même pas continuer à écouter ça parce que ça va me tuer. Donc, je n'entends plus rien, je ne sens plus rien, ça ne vaut rien. Et puis même, on se pose la question, est-ce que ce qu'il raconte même là, c'est la vérité? On commence même à douter parce que c'est trop, euh, je veux dire, Violent. violent. C'est trop violent pour qu'on puisse accepter qu'un être humain puisse faire ça. Mais il faut croire qu'on n'a pas appris la leçon lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de nous. Donc, les jeunes interprètes doivent savoir que it's okay to say no. Je ne peux pas. C'est bien de gagner de l'argent, mais cet argent peut être destructif quand on est dans des situations où l'employeur n'a pas mis de garde-fou. Il faut un psychologue avant, pendant, après, qui puisse écouter, qu'on puisse. Ce n'est pas, on va me dire, ce n'est peut-être pas dans la culture, notre culture d'Africain et tout, mais c'est bon juste de savoir qu'on peut déverser tout, comme un hésitoire, laisser tout partir, sortir avant de rentrer, ne pas ramener ça à la maison, parce que ça vous traumatise, ça traumatise les enfants. Ça traumatise la famille, ça traumatise tous ceux qui sont autour de vous. J'ai des collègues Merci, maman, c'est très bien noté. C'est de bien la, noté. voilà, c'est ça. Rien qu'à t'entendre, j'ai la chair de poule. Bon, vas-y, C'est maman, ça. continue. J'ai déjà un collègue de la CPI qui me disait que il s'est mis à boire, à boire, à boire, et il a divorcé parce que sa femme est partie. Mais il se rendait même pas compte que c'était à cause de ça. C'est bien Voilà. après, quand on a mis tout un système en place, tout un système de protection, de conseil, de ci, de ça, qu'il s'est dit, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est des choses, la même chose au niveau du TPY, le tribunal pour la Yougoslavie. La Une collègue qui Yougoslavie. me disait, tu sais, moi, je fais mes 30 minutes. Après, je sors, je vais fumer une cigarette. Je reviens 5 minutes après. Je ne regarde pas le prétoire, je ferme les yeux, je
On doit ressentir quelque chose, ça fait partie de nous, sauf si on n'est pas normal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en D'accord, train de très bien. dire. Voilà, c'est Très, ça. très bien, maman, très bien, très bien. Bon, mais je pense qu'au-delà de ce sombre tableau, il y a également eu quelques faisceaux de lumière. Oui. Euh, le métier, c'est un très beau métier, voilà. Est-ce que tu peux peut-être partager avec nous maintenant quelques temps forts, quelques expériences Alors, exceptionnelles? les temps forts ici, c'est le lieu pour moi de rendre un hommage à Monsieur Adebayo Adedeji, paix à son âme, qui nous a imposé sur le continent dans cette profession, parce que pendant longtemps, et à juste raison, les interprètes venaient des Nations Unies, de Genève, de Vienne pour venir couvrir des réunions. Et ils se posaient toujours la question de savoir, vous voulez me dire qu'ici en Afrique, on ne peut pas trouver des gens qui vont faire ce métier? Jusqu'au moment où Feu euh, Olamide Yebovi lui a dit que mais on a des collègues, on a des gens qui peuvent travailler. Et c'est ainsi que petit à petit, il a dit, écoutez, trouvez-moi en Afrique tous ceux qui peuvent interpréter, tous ceux qui peuvent faire ce travail. Alors il y a eu donc des pionniers comme François Batoum et tout un groupe Clémentine Pérem, tout un groupe d'interprètes. Ils ont formé deux équipes. Il y avait une équipe qu'on appelait l'équipe de Yaoundé et l'équipe de Lagos, qui allait donc couvrir Eviano Achakobé, qui est vivant, pardon, Eviano Achakobé. C'était dans le groupe Les Obileyés, autant de collègues. Nous avons donc commencé à travailler au niveau de la CEA. Bon, je ne faisais pas partie de ce groupe au départ parce que je n'avais même pas encore terminé mes études. Mais lorsque j'ai commencé à travailler, ils m'ont coopté dans ce groupe-là. Et je me souviens que, et ça c'était vraiment un point fort pour nous travaillons pour la zone d'échange préférentiel des pays de l'Afrique australe et il y avait dans je ne sais pas s'il était le secrétaire général à l'époque de la ZEP ou il était juste venu pour une réunion, un Sud-Africain qui, à la fin d'une réunion, est venu nous voir dans la cabine. Il s'appelait Bax Nonvete. Je n'oublierai jamais son nom. Et il avait les larmes aux yeux. Il dit, je n'arrive pas à croire que j'ai des Noirs dans les cabines ici qui travaillent parce qu'on nous a fait croire que nous ne pouvions pas faire ce métier. Donc vraiment, pour moi, vous venez de faire, c'est de l'histoire, quoi. Vous venez de faire quelque chose d'extraordinaire. Et nous, en le regardant, on se disait, mais qu'est-ce que, parce que vous savez, quand on sort du Cameroun ou des pays où on n'a pas eu, on ne connaît pas l'esclavage, etc., l'apartheid et tout, il y a peut-être des choses qu'on ne comprend bien. C'est avec le temps que je me suis dit, mais voilà, je comprends ce qu'il était en train de dire. Donc c'est des moments comme ça qui vous encouragent à continuer à faire cette profession. Donc, vraiment, Monsieur Adedeji, c'est vraiment lui qui a fait en sorte qu'au niveau de la CEA maintenant, tu sais, les gens travaillent, mais ils connaissent pas l'histoire derrière. C'est lui qui a imposé tous ces interprètes africains en disant que moi, on ne peut pas être ici. Et chaque fois en cabine, il n'y a que des Européens, enfin des Caucasiens, quoi. Pas parce qu'ils ne voulaient pas que ces Européens viennent travailler, mais ils se disaient, mais il y a certainement d'autres personnes, faites un mélange, prenez tout le monde, etc. Ça peut pas toujours être les mêmes. Et les mêmes qui arrivaient avec toutes sortes de conditions. Non, on est arrivé à 4 heures du matin, on peut pas travailler, donc les délégués attendaient. Parce qu'on a besoin de repos. C'est vrai qu'il faut respecter euh, un certain nombre de critères, un certain nombre de normes éthiques dans la profession, mais parfois il y avait un peu d'exagération. C'est cela même qui l'a mené à dire, mais on ne peut pas être ici là, attendre que les gens viennent pour qu'on puisse travailler. Vous ne pouvez pas trouver des personnes sur ce continent. C'est comme ça que nous avons donc commencé à travailler. Quand je dis nous, les collègues, parce que moi, je suis intervenu après. Tout à fait. Mhm. C'est le lieu de saluer Laïc Afrique qui a justement mis sur pied ce podcast pour permettre aux collègues du continent et surtout les plus jeunes euh, de remonter l'arbre généalogique du métier, de savoir qui a fait quoi et vous écouter, c'est un régal. Ça nous permet de rendre effectivement hommage à ces icônes que nous n'avons peut-être pas connues, mais dont les œuvres sont écrites en lettres d'or sur l'histoire de la profession d'un continent. Voilà, moi, Justine, 50 ans plus tard, si tu avais un conseil à donner à la jeune Justine Ongokeller qui a commencé le métier sur le continent, par son pays, et a fait le tour des pays de toutes les sous-régions, qu'est-ce que tu te dirais?
Si tu avais des choix à faire ou si tu avais des choses à refaire, ce serait quoi? Oh, si j'avais des choses à refaire, ce serait déjà, par exemple, au niveau du tribunal, ce que j'ai dit, accepter, prendre l'offre, mais demander qu'on mette des garde-fous, qu'on mette tout un système de protection sur place pour éviter ce traumatisme. Et en même temps, ce que je voudrais dire, c'est faire comprendre à tous les interprètes, y compris moi, que nous exerçons un métier où nous ne pouvons pas nous cacher. Les gens sont là, ils vous écoutent. Si vous faites bien le travail, ça se ressent. Vous ne faites pas bien le travail, on le saura. Donc, préparez vos réunions. La préparation, c'est la clé de tout. Préparez vos réunions, soyez prêts et dites-vous toujours que vous n'êtes pas à l'abri d'un problème. Un accent, quelqu'un avec un accent terrible peut complètement vous déstabiliser. Le son qui n'est pas bon, vous êtes déstabilisé parce que la personne qui vous écoute, lui veut comprendre. Vous êtes là pour qu'il comprenne quelque chose. Si vous ne pouvez pas transmettre un message, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la cabine? Travaillez vos accents. Chacun de nous a un accent. Nous nous plaignons des accents des participants à la réunion, des orateurs et tout. Il ne faudrait pas qu'ils se plaignent de notre accent. C'est-à-dire que on ne vous demande pas de parler comme un Américain ou comme un Français, mais essayez parce que ça peut se travailler. C'est ça la bonne chose avec les langues. On peut s'améliorer, on peut les perfectionner, on peut. Un accent neutre que tout le monde peut comprendre. Vous travaillez là-dessus. Écoutez-vous, enregistrez-vous pour que vous puissiez vous entendre. Vous serez choqués. Même maintenant, quand je travaille et que je mets mon téléphone, j'enregistre, quand je rentre à la maison, je me dis, Seigneur, comment j'ai pu dire des choses comme ça? Ça arrive à tout le monde. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'améliorer. Une collègue me disait, je me suis enregistré un jour, Justine, et je me suis rendu compte que je ne faisais pas de phrases. C'était and, et je continuais. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose. Et nous travaillons sur un continent où personne ne se plaint. Donc les gens pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi et ça passera. Mais un jour, quelqu'un peut se plaindre. Et là, ça peut être la fin de votre carrière. Et surtout, arrêtez au moment où vous sentez que ça ne va plus. Moi, j'ai eu ça, c'est un point bas aussi de ma carrière où j'ai vu un collègue que je respectais beaucoup et qui a dû être sorti de cabine parce que un monsieur s'était plaint dans la salle. The interpreter is mumbling, fumbling. Remove him from the booth. We don't understand what he's saying. Paix à son âme, il n'est Wow. plus avec nous aujourd'hui. Et on l'a sorti. Et j'ai eu je ne savais pas où me mettre parce que c'est un excellent interprète, mais il ne pouvait plus travailler. Et il ne lâchait pas. Savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est vrai, on fait un métier qu'on peut faire jusqu'à 100 ans, mais pourvu qu'on puisse continuer à le faire. Donc ça, c'est le conseil que je donne à tous mes collègues, aux jeunes, à ceux qui ont un grand âge comme moi, de s'écouter et de respecter la profession, de se respecter, de ne pas arriver au moment où on dit vraiment qu'est-ce que celui-là fait encore dans la cabine, il n'arrive même plus à travailler. Ça, ce serait vraiment, je veux dire, la chose la plus terrible qui puisse arriver à un interprète. Et aux jeunes, je les exhorte à travailler, à travailler. On a eu des personnes moyennes, hein, qui n'étaient pas parmi les meilleurs à l'école, mais qui sont de très bons interprètes maintenant. Et ceux qui étaient bons, qui pensent qu'ils savent et qui n'arrivent plus à travailler. Et à tous ces jeunes-là, c'est bien, après les réunions, les cocktails, les machins et tout, faites attention à la boisson. Moi, j'ai perdu une étudiante excellente parce qu'elle buvait. Elle était parfaite bilingue, double A. Mais elle a bu, elle a bu, elle a bu jusqu'à là. On a toujours l'impression que c'est un cas isolé. Peut-être qu'elle buvait avant d'être interprète, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'avec ce métier, on voyage, etc., etc. Il y a des cocktails par-ci, par-là, on a l'argent. Faites attention. Et toutes ces personnes qui viendront vous faire des compliments. Là, le gars en cabine anglaise, mais il vient vous faire des compliments. Vous êtes en cabine française et tout. Faites attention. Je veux dire, on est des adultes. Je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie, mais ça fait partie du respect que nous devons donner à ce métier. Donc, dans l'ensemble, je pense que
les interprètes formés se comportent, je dis bien, mais c'est bon de dire ces choses-là parce qu'un seul élément peut jeter l'opprobre sur toute la profession. Donc, c'est ce que je voulais dire sans... ça s'adresse à nous tous, à tout le monde. Si on est fatigué, qu'on sache qu'on est fatigué, qu'on n'accepte pas la réunion. C'est bien de gagner de l'argent, mais il faut le gagner honnêtement. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Chaque conversation apporte de nouvelles idées et l'édition d'aujourd'hui n'a pas dérogé à cette règle. Merci, Maman Justine, donc auquel heure vous êtes traité à cet exercice. Je suis Armel Fabrice Fossé-Fossé. J'espère que cette édition a été à la fois intéressante et enrichissante. Si vous avez des observations, des questions, des idées novatrices, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez simplement au tijpodcast@i.africa. Pour plus d'informations, visitez notre site web et suivez-nous également sur nos chaînes sur X, LinkedIn, Facebook et YouTube. Vous pouvez également écouter le podcast directement sur notre site web ou sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Maman Justine, votre dernier mot et ce sera la fin. Dernier mot, j'encourage. Merci d'abord pour cet entretien. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un privilège, un honneur pour moi. J'espère ne vous avoir pas déçu. Et je souhaite vraiment une belle carrière à tous les jeunes interprètes. Je leur souhaite beaucoup de succès. Et euh, on peut dormir tranquille quand même parce qu'il y a quand même une masse assez euh, importante d'interprètes formés sur le marché en ce moment. Et je pense que la relève est là. Et ça fait qu'on peut dormir tranquille. Et tous ceux qui travaillent sur le marché noir, qui pensent que, oh, ils n'ont pas besoin d'être formés pour travailler, d'ici quelque temps, peut-être qu'ils n'auront plus de boulot. Est-ce qu'on va commencer à exiger que seuls les interprètes formés, d'ailleurs, ça a déjà commencé, euh, seuls les interprètes formés doivent être recrutés en passant par un test, etc. Et même pour passer ce test, on vous demande de présenter votre diplôme venant d'une école reconnue. Donc j'encourage, parce que tous ceux qui sont sur ce marché noir, s'ils pouvaient se joindre aux interprètes formés, etc., ça ferait qu'on serait une masse pour pouvoir faire entendre notre voix et parler parfois de la même voix. Et j'encourage aussi les jeunes à devenir membres de l'AIC, parce que c'est quand même une association qui nous protège. Et si on est nombreux, suffisamment nombreux pour faire entendre notre voix, déjà au niveau de l'Afrique et au niveau du monde, je pense que ce serait une bonne chose. Qu'on soit assez nombreux, venez, faites partie de l'AIC. C'est aussi un label de qualité parce que vous devez être parrainé, etc. Nous, on est là, on attend que ça, parrainer les jeunes et tout. Il faudrait pas que les parrainages soient fantaisistes, mais quand un jeune est bon, il faut vraiment le parrainer parce que c'est ainsi qu'on va faire avancer la profession. Voilà. Merci beaucoup, maman. C'était un plaisir de partager une infime partie de ton immense carrière et expérience face à laquelle on perd parfois son latin. Au cours de nos échanges, on s'est tutoyé, vous voyez par moments. C'est tout à fait normal. Merci infiniment d'avoir été là. Nous espérons te retrouver très bientôt sur d'autres plateformes, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous d'être des vôtres. À la prochaine. Mais en attendant, continuez d'interpréter le mot. Au revoir. Au revoir. Merci.